un peu la course. Ouais, pareil, j'étais en consulte, j'avais pas vu l'heure. Alors, je vais essayer de partager ça. Hop. Et tout le monde, alors bah, je vais laisser le micro à Pauline. Et puis je vous rappelle, vous coupez bien vos micros pendant que Pauline parle. Et puis que, à la limite, vous posez vos questions dans le chat. Et puis elle y répondra à la fin. D'accord? Attends, je me rappelle plus où c'est qu'on partage l'écran. En haut, tu as un petit bouton share à côté de caméra et micro. Et Non, ça y après, est, tu oui, as, c'est bon. tu choisis ta Oui, fenêtre. nickel. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est OK. Moi, je vois très bien. Parfait. Nickel, merci. Alors, donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Reader Digest. Donc, c'est les formats où on décortique des études récentes sur des sujets qui nous concernent particulièrement en urgence. Donc, aujourd'hui, le format va être un peu plus court que les premiers que j'avais pu faire sur le statut sous la réanimation cardio-pulmonaire, puisque c'est un peu plus synthétique comme sujet. On a assez vite les recommandations qui émergent et qui sont assez simples, vous allez voir. Donc, je pense qu'on en a pour une demi-heure à peu près à traiter tout ça. Je vérifie juste parce que je vois que j'ai plus de batterie en même temps. Je vais me brancher en même temps, désolée, plutôt que ça coupe. Hop. Donc aujourd'hui, on va analyser principalement 3 articles, mais dans ce que je vais vous dire, il y a aussi des choses qui sont tirées d'autres articles annexes qui ont été publiés sur 2023 et 2024 au sujet de la prescription des antibiotiques dans les cas de diarrhée aiguë chez le chien. Et notamment, l'article phare de cette présentation, c'est les recommandations Enovat. Donc, c'est les recommandations vraiment au niveau européen de la prescription d'antibiotiques en cas de diarrhée aiguë. Et les 2 autres articles que je vous ai cités ici vont comparer cette utilisation d'antibiotiques à l'utilisation de nutraceutiques. Donc, on va voir juste après de quoi il s'agit. Et puis aussi, le dernier s'attarde sur la perception des propriétaires et des vétérinaires, du style est-ce que le propriétaire qui vient pour une diarrhée aiguë pour son chien s'attend à avoir des antibiotiques et du coup le vétérinaire sent cette attente et se sent obligé de prescrire des antibiotiques. Alors, en introduction, la diarrhée aiguë, vous le savez comme moi, c'est un motif fréquent de consultation en urgence, que ça soit à domicile ou en clinique. Et il peut y avoir un peu de tout, j'ai envie de dire, et de n'importe quoi dans ces présentations-là. On peut aller de la diarrhée totalement bénigne à l'urgence vitale vraie. Elle peut être notamment compliquée en cas de déshydratation et d'autres anomalies systémiques, jusqu'à l'état de choc. Et ça fait déjà un certain temps qu'il y a des débats sur cette prise en charge, notamment des débats qui s'inscrivent dans toute la résistance aux antibiotiques et toutes les précautions qui sont données sur ce pan-là depuis plusieurs années. Et puis, on a vu aussi l'émergence des nutraceutiques. C'est la symbiose de 2 mots, de nutrition et de pharmaceutique. Et donc, dans ces nutraceutiques, on retrouve les probiotiques, les prébiotiques et les symbiotiques, dont on va parler un petit peu sur la fin de cette présentation. Je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi tout ce qui est transplantation fécale qui a été étudié. On est un peu moins sur de l'urgence dans ces cas-là, on est plus sur de la médecine interne, mais ce sont des choses émergentes, quoi. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir si on doit toujours prescrire des antibiotiques dans ces cas de diarrhée aiguë. Est-ce que les nutraceutiques sont vraiment efficaces ou est-ce que c'est simplement un effet de mode? Et puis quelles sont les dernières du coup recommandations à ce sujet? Donc pour ça, on va voir déjà qu'est-ce que Enovat et donc comment ils ont fait un peu leurs études, leurs recommandations. On va voir que toutes ces recommandations se basent sur une classification clinique des diarrhées aiguës et puis de cette classification, en fait, en découlent les recommandations et puis on parlera un petit peu de la vision des propriétaires, à la fin. Alors, Enovat, de quoi il s'agit? Donc, c'est l'European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment. Donc, c'est vraiment un groupe d'experts qui travaillent au niveau européen sur le fait de développer des lignes directrices pour tous les traitements antimicrobiens. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la diarrhée aiguë, mais il y a aussi un grand pan dermato, vous en doutez, où on prescrit souvent des antibiotiques. Et voilà, il y a tout un grand pan
sur toutes les affections en fait, qui utilisent des antimicrobiens en médecine vétérinaire. Le but, c'est aussi d'améliorer les procédures diagnostiques en microbiologie, par exemple, pour tout ce qui est urinaire, d'améliorer vraiment nos procédures diagnostiques pour ne pas juste mettre des antibiotiques parce qu'on pense que peut-être il y a un germe, mais en fait, il n'y en a pas. Enfin voilà, vraiment d'améliorer toutes les procédures diagnostiques pour que quand ils sont mis, quand ils seraient mis, les antibiotiques le seraient vraiment pour les bonnes raisons. Leur dernier pilier, c'est de créer une base de données européenne sur à la fois les pratiques et puis sur les souches bactériennes qui sont rencontrées en médecine vétérinaire pour avoir une sorte de une base de données, quoi, un catalogue de tout ce qui est rencontré en Europe. Pour écrire ces recommandations, à force, vous allez commencer à connaître cette diapo qui marche en fait pour toutes les guidelines qui sont écrites, que ce soit Enovat, que ce soit comme on l'avait vu la dernière fois pour Recover, mais pour aussi la GVIM, etc. À chaque fois, il y a une principale question clinique qui est posée, et puis après, il y a ces différentes étapes, donc une grosse étape de recherche de la bibliographie sur le sujet, de sélection des études, d'évaluation de la qualité des preuves en fonction de si c'est une étude rétrospective, prospective, double aveugle, est-ce qu'il y avait une cohorte suffisante de tous les biais, etc. Et en fonction de ça, ensuite, les experts écrivent les recommandations. Et puis, il y a toujours une dernière phase où ces recommandations sont ouvertes aux commentaires. Donc, en général, c'est sur les sites des différents organismes pour que les vétérinaires et notamment les spécialistes, on ne va pas se mentir, dans ces différents domaines puissent également intervenir et rajouter leurs petites graines aux recommandations. Donc ça, c'était vraiment l'article principal, l'article Enovat. Pour les autres articles, il y a celui donc, qui va comparer avec les antibiotiques avec les nutraceutiques. Ça, c'est un article qui a été réalisé à l'université d'Édimbourg où ils ont examiné 12 essais contrôlés randomisés. Et l'idée, c'était de à la fois catégoriser la gravité de l'atteinte, donc ce qui en découle sur la classification qu'on va voir juste après, et ensuite évaluer la certitude des preuves pour les deux groupes, nutraceutiques et antibiotiques. Et enfin, la dernière étude, c'est celle qui étudie vraiment la perception donc, des propriétaires et des vétérinaires. Ça a été mené à l'université de Copenhague en 2024 également. C'était donc une étude, là, pour le coup, prospective et observationnelle, qui était menée avec des interviews téléphoniques de propriétaires de chiens et des questionnaires en parallèle remplis par les vétérinaires juste après la consultation, et puis une analyse des dossiers médicaux, donc pour savoir ce qui en avait découlé. Une fois qu'on sait tout ça, donc moins sur l'article qui parle de la perception des propriétaires, mais sur les deux autres articles, ils sont assez d'accord sur la classification clinique à donner aux diarrhées aiguës. Donc la catégorie 1, c'est celle que je vous ai symbolisée par le feu vert ici, c'est ce qu'ils appellent l'atteinte légère. Donc attention, toute cette catégorisation, elle ne repose pas du tout sur le volume ou la fréquence de la diarrhée. Le propriétaire qui arrive en disant c'est super grave, il y a une diarrhée énorme, vraiment, il ne s'arrête pas, mais je vous jure, docteur, c'est des litres et des litres, et qui vous montre la photo, et qu'il y a du sang, et en plus, c'est du sang rouge, donc c'est hyper inquiétant. C'est pas ça les critères pour catégoriser cliniquement ici. Vraiment, la fréquence ou le volume ou la présence de sang ou non, ça ne change rien ici. La catégorie 1, donc atteinte légère, ça va être le chien en diarrhée, peu importe la tête de sa diarrhée, qui reste vif, alerte, réactif, qui n'a pas de signe clinique de déshydratation, donc pas d'hypovolémie non plus, pas de fièvre, peu importe que sa diarrhée soit hémorragique ou non. Donc là, vraiment, c'est très descriptif pour l'instant et on parlera des recommandations juste après. La catégorie 2, donc feu orange, atteinte modérée. Là, on a un état mental légèrement à modérément déprimé. C'est un animal qui est soit déshydraté ou voire hypovolémique. Généralement, il y a une petite tachycardie. Néanmoins, il n'a pas de fièvre, pas de signe d'inflammation marquée. Donc là, pas d'inflammation marquée, c'est pas que du clinique, là, c'est du paraclinique. Hein, ça veut dire que vous avez fait une ENF. Et éventuellement une bioche, puisque pas de dysfonctionnement organique autre. Donc vraiment, son bilan est normal, mais pour autant, sa diarrhée l'a quand même un peu frappé, quoi. Il est déjà abattu, déshydraté, voire hypovolémique. Voilà. L'hépatite d'inflammation ou d'autres atteintes d'organes. Donc ça, catégorie 2. Catégorie 3, atteinte sévère, donc là, feu rouge. L'état mental est modérément à sévèrement déprimé. On a bien sûr une déshydratation et une hypovolémie. Au niveau de la température, ça peut être
surtout selon le stade d'avancée. On peut avoir une hypothermie, une normothermie ou une hyperthermie. Et il peut présenter ou développer une inflammation marquée, donc c'est-à-dire une neutrophilie marquée ou une neutropénie. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec ces trois classifications? C'est là tout le but de ces classifications, c'est d'en déboucher sur des recommandations. Donc au niveau de la clinique, pour l'atteinte légère, donc le feu vert, on recommande donc dans l'article Enovat une prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire que cet animal n'a pas nécessité de rester hospitalisé. On a vu, il est vif, il est alerte, il n'est pas déshydraté, et les examens ne sont pas spécialement recommandés en première intention. La prise en charge, là, c'est clair, net et tranché, pas d'antibiotiques recommandés dans cette atteinte légère, puisque dans tous les cas, il n'apporte aucune diminution significative de la durée de la diarrhée. En revanche, il y a un risque de dysbiose intestinale qui est marqué, et puis forcément un risque de résistance aux antibiotiques dans tout le contexte qu'on connaît. Pour ce qui est de prescrire des nutraceutiques, donc probiotiques, prébiotiques ou symbiotiques, les preuves, elles sont insuffisantes pour établir des recommandations généralisées. Pour autant, voilà, en fait, ils disent que les preuves, elles sont insuffisantes et que du coup, ils ne se prononcent pas ni en faveur ni en défaveur. Donc, c'est un peu laissé au libre arbitre du clinicien. Donc, on sera vraiment ici sur de la gestion symptomatique. Atteinte modérée, donc le feu orange. Là, pour le coup, c'est des animaux, on a vu, qui sont déshydratés, donc ils vont nécessiter des fluides, et donc on recommande une hospitalisation. Et on va recommander des examens, puisqu'on a vu, là, le but, c'est de savoir est-ce qu'il y a des signes d'inflammation marqués, et est-ce qu'il y a des atteintes organiques autres. Donc les examens qui sont recommandés ici, c'est une NF, une bioche, éventuellement une densité urinaire si à la bioche il y a une azotémie, éventuellement une CRP si par exemple votre NF elle est douteuse sur le caractère inflammatoire. Ça peut être intéressant si c'est disponible chez vous de faire une CRP. Et ensuite des tests spécifiques, donc recherche parvo, ça va être recommandé pour des jeunes de moins de 6 mois systématiquement, ou des jeunes de moins de 12 mois avec une diarrhée hémorragique, et des chiens de tout âge mais non vaccinés, ou si vous avez une neutropénie à tout âge. En haut, il y a ces quatre catégories où c'est recommandé d'en arriver à une recherche parvo. La recherche giardiose, ça va être recommandé soit chez les jeunes, donc inférieurs à 12 ou 6 mois, soit pour une diarrhée qui est non autorésolutive. Donc, par exemple, vous voyez en urgence un chien qui est d'une atteinte modérée, orange, mais où le propriétaire vous dit ça c'est déjà arrivé il y a une semaine, puis c'était un peu rentré dans l'ordre, mais là, ça revient. Bon, là, ce sera douteux de giardiose. L'imagerie n'est pas indiquée, sauf s'il y a d'autres choses d'associer, notamment des vomissements ou une douleur abdominale ou une distension abdominale. Mais si il n'y a vraiment pas d'anomalie particulière à votre palpation abdo, que ce n'est pas un chien qui vomit, il a juste la diarrhée, l'imagerie en première intention ne sera pas nécessairement recommandée. Et enfin, la recherche d'Addison, donc qui est quand même assez spécifique, mais ça va être recommandé si, en plus de la diarrhée et de tout l'état clinique qu'on a décrit dans l'atteinte modérée, on a un état de faiblesse, un état de choc, et que le propriétaire, en plus, vous dit que c'est une diarrhée récurrente, et puis que vous avez fait un IONO et qu'en plus, ça a l'air en faveur, quoi. Voilà. Là, on est vraiment sur des choses spécifiques, mais c'est bien précisé dans les recommandations. Sur la prise en charge, figurez-vous que là aussi, on a beau être en atteinte modérée, pas d'antibiotiques recommandés dans la prise en charge. Toujours pour les mêmes raisons, aucune diminution significative de la durée de la diarrhée, risque de dysbiose intestinale et risque de résistance. Donc vraiment, on reste sur de la prise en charge symptomatique. Et pareil pour les nutraceutiques, même combat, pas de preuves suffisantes, donc ni en faveur ni en défaveur. Ça reste à la libre discrétion du clinicien. Et voilà. Pas d'antibiotiques ici, notamment puisque si vous vous rappelez bien, dans l'atteinte modérée, on n'a pas de choses inflammatoires sévères. Donc, il n'y a pas de raison particulière. Et donc, sur l'atteinte sévère, donc là, pour le coup, bien sûr que oui, il nécessite une hospitalisation. Sur les examens, on est exactement sur les mêmes examens recommandés
que l'atteinte modérée. En revanche, si vous avez fait, en faisant votre NF à ce moment-là, vous passez dans l'atteinte sévère parce que, par exemple, vous voyez qu'il y a une inflammation avec une neutrophilie marquée ou une CRP très augmentée, on arrive dans cette atteinte sévère. Là, pour le coup, les antibiotiques sont recommandés en IV ou en IM sur une durée de 3 à 7 jours. En première intention, ce qui est recommandé, c'est de l'ampicilline ou de l'amoxacide clave. Ils citent aussi les TMPS, mais les deux premiers, c'est ampicilline, amoxacide clave. Et en deuxième intention, mais en général, nous, ils sont plus hospitalisés chez nous à ce moment-là, donc ça sera plus si il y a l'air d'avoir une résistance, une persistance, etc. On en arrivera à une association donc de soit d'amox, ampicilline, clindamycine avec une fluoroquinolone ou de la gentamicine. Vous remarquez que dans tous ces cas, le métronidazole n'est jamais cité parce qu'en réalité, il n'a pas spécialement à être utilisé en urgence, hormis, enfin non, même pas en urgence, parce que j'ai dire hormis une giardiose, mais en fait, en général, une giardiose, on commence d'abord par un traitement au Panacur, au fenbendazole, et on en vient au métronidazole en cas de non-résolution avec le premier traitement. Donc vraiment avoir le flagyl en clinique et le métronidazole, en réalité, ça n'a pas trop de logique dans les recommandations, dans les dernières recommandations. Je ne vous refais pas le laïus sur les nutraceutiques, puisque c'est exactement toujours pareil, de manque de preuves, donc laissé à la discrétion du clinicien. J'allais dire, je vous refais pas le laïus, mais donc si. Mais là, on parle pas que de l'atteinte sévère, on parle de toutes. Donc juste un petit rappel sur qu'est-ce que c'est exactement. Les probiotiques, c'est vraiment les micro-organismes en tant que tels, vivants, bactéries ou levures, qu'on va faire ingérer. Les prébiotiques, c'est des fibres alimentaires composées non digestibles qui vont venir enrichir les bonnes bactéries dans l'intestin, donc les nourrir. Et les symbiotiques, c'est un produit dans lequel on a une combinaison des deux. En règle générale, en France, pour l'instant, ce qui est plus délivré, c'est les probiotiques ou les prébiotiques. Les probiotiques, par exemple, vous allez avoir le petit sachet là, de Purina qui fait ça. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Petit sachet noir et violet. Et les prébiotiques, vous allez avoir le Procolin. Voilà, donc je vous ai remis ce qui conclut dans Enovat, c'est pour les chiens atteints de diarrhée aiguë, nous ne positionnons ni en faveur ni en défaveur de l'utilisation des probiotiques. Voilà. Pour ce qui est de la vision des propriétaires, alors cette étude, elle se basait vraiment d'une constatation, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, personnellement, cette étude, elle m'a bien parlé, puisque j'ai vraiment en tête un cas que j'avais vu enfin, pour le coup, je n'étais pas encore urgentiste dans Émergence, mais je l'avais reçu en urgence quand j'étais généraliste, pour un chien avec une diarrhée, pour le coup, donc, dans la classification atteinte légère, mais vraiment une diarrhée profuse. Donc, pour les propriétaires, c'était gravissime et urgent. J'avais pas prescrit d'antibiotiques et en fait, dans l'inconscient des gens, enfin de certaines personnes, quand ils viennent chez le véto, c'est censé aller mieux vraiment très rapidement derrière, quoi. Alors que dans une diarrhée, oui, en fait, c'est comme nous, une gastro, ça peut durer quand même quelques jours derrière. Et les propriétaires m'avaient rappelé le lendemain ou le surlendemain, et vraiment, je m'étais fait pourrir, insulter, comme quoi ce que j'avais mis, ça servait à rien, qu'il y avait toujours autant de diarrhée. En fait, en réalité, la dame était saoulée de devoir nettoyer de la diarrhée dans son salon et sa cuisine, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas mis d'antibiotiques, que c'était une faute, etc. etc. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais cette étude partait de ce constat-là, de certains propriétaires qui peuvent avoir vraiment arrivé en disant il faut quelque chose pour que ça passe très vite. Hein. Et voilà. Et ça peut mener à certains comportements de prescription, soit d'antibiotiques, soit d'antidiarrhéiques très forts, pour stopper ça. En réalité, bon, là, après, c'était au Danemark, donc peut-être ça serait différent dans d'autres pays, mais sur cette étude, il y avait seulement 7% des propriétaires qui s'attendaient à une prescription d'antibiotiques. Et sur ces 7%, il y avait seulement 2% qui étaient déçus et énervés, c'est peut-être un peu fort le mot, mais en tout cas, qui ne comprenaient pas pourquoi il n'y en avait pas eu. Alors que les autres s'attendaient, mais une fois que le vétérinaire avait expliqué qu'il n'y en avait pas besoin, ils étaient OK avec ça. Voilà, donc au final, ce chiffre plus petit que ce à quoi s'attendait le vétérinaire qui a conduit l'étude.
Voilà pour ces recommandations. Donc, comme je vous disais, c'était assez rapide puisqu'en fait, une fois qu'on a compris la classification clinique et paraclinique des 3 types de diarrhée, c'est quand même assez transparent. Donc, l'importance vraiment, c'est de réfléchir dès que vous avez un cas qui arrive en diarrhée aiguë dans quelle catégorie je suis pour pouvoir avoir une gestion tant sur la prescription, mais aussi sur les examens que vous proposez et la prise en charge générale, hospitalisation ou non que vous proposez. Et puis, une fois que vous avez fait cette classification, pardon, ça vous permet d'avoir un usage raisonné des antibiotiques, puisque vous savez qu'il n'y a que le feu rouge, donc la dernière catégorie sévère, où ils sont recommandés. Et puis pour les nutraceutiques, bah, faites bien comme vous le voulez. Comme pour l'instant, il n'y a pas de recommandation et basez-vous à votre expérience. Et après, voilà, ça dépend aussi éventuellement des propriétaires et de leurs attentes et voilà, ce qu'ils ont besoin et envie de faire et de mettre en place pour restaurer la flore de leur animal. Bien sûr, le rôle du vétérinaire dans toute cette prise en charge, et notamment dans le fait de prescrire de moins en moins d'antibiotiques, c'est aussi d'éduquer les propriétaires et de leur expliquer, par exemple, sur une diarrhée modérée où effectivement, bah, l'animal, il est quand même un peu abattu, bah, ça peut être une discussion de leur expliquer pourquoi il n'y a pas besoin d'antibiotiques, pourquoi vous n'allez pas en mettre dans un premier temps, mais que vous allez rester vigilant et que si jamais il se met à devenir un candidat à avoir des antibiotiques, bah, bien sûr, vous les mettrez. Mais c'est vraiment le rôle aussi du vétérinaire d'éduquer les propriétaires. Et puis, de leur expliquer qu'on priorise une approche qui est fondée sur les preuves plutôt que d'ouvrir le parapluie à toutes les pathologies. Les perspectives futures, bien sûr, c'est de continuer les études sur les alternatives comme les nutraceutiques ou les transplantations fécales, et puis de renforcer la sensibilisation à l'usage des antibiotiques, que ce soit aux vétérinaires ou aux propriétaires. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Bonjour Pauline, c'est Isabelle. Bonjour. J'espère que tu m'entends. Voilà. Juste, j'avais une question qui vient de me sauter de la tête. Ouh là là. Donc, j'avais déjà un commentaire. Je trouvais qu'à domicile, c'était quand même. Alors, je comprends tout à fait. Enfin, ta présentation m'étonne pas du tout, hein. Bien sûr, on est sensibilisé à ça. Par contre, je trouve quand même à domicile, c'est sympa de pouvoir laisser quelque chose à donner par le propriétaire autre que du smecta, parce qu'en plus, c'est quand même pas facile à donner. Et je me demandais si on devait pas prévoir d'avoir du Canicure Pro ou quelque chose comme ça, qui, à mon sens, je crois qu'il y a de l'argile dedans et un probiotique. Je suis pas 100% sûre. Alors, je ne connais Euh, pas spécifiquement le Canicure Pro, mais oui, à ce compte-là, effectivement, c'est tout à fait adapté de leur donner plutôt des probiotiques, des prébiotiques ou voilà, tout ce qui peut venir autour en prise en charge. Par exemple, rien que le Sérénia, hein, on y pense, enfin, le Prévomax ou le Sérénia, on y pense uniquement pour les vomissements et les nausées, mais en réalité, ça va aussi soulager toutes les douleurs et l'inconfort ouais. viscéral, hein, ça a Mm. une valence là-dessus. Donc, par exemple, pour moi, ça serait plus pertinent de laisser du smecta, de donner des conseils sur l'alimentation hyper Oui. digestive pendant quelques jours et de laisser du sérénia, par exemple. D'accord, ok. Et alors après, la question, c'est aussi quand un animal a une diarrhée modérée, mais par ailleurs, c'est un animal qui quand même a soit d'autres pathologies, soit il est très âgé, un état un peu général, un peu dégradé, mais pas à cause de la diarrhée. Est-ce que à domicile en particulier, est-ce qu'on prend le risque de ne pas donner d'antibio? Enfin voilà, c'est un peu le cas par cas, j'imagine. Typiquement, s'il a son état dégradé et que ça nécessite quand même de compléter avec une ENF, etc., moi, j'aurais orienté vers une structure dans ces cas-là. Ouais, Parce qu'effectivement, tu ne pourras pas trancher de est-ce qu'il y a besoin d'antibiotiques ou pas. ouais, d'accord. Soit Ok. sur une structure, ou soit il voit le lendemain matin avec son vétérinaire traitant, mais tu expliques qu'il y aura besoin d'une ENF pour savoir euh, préciser le traitement, quoi. Ok, ok, d'accord. Bah, merci. Avec plaisir. Je regardais dans la... Pareil, juste une question, Oui. c'est ce que j'ai noté sur le préfinial. Est-ce que vous en donnez systématiquement? Alors moi, j'avoue que j'en donne jamais puisque ça n'a jamais spécialement été recommandé et que je suis un peu frileuse des effets secondaires et de ce côté absorption, voilà, des sécrétions. J'avoue que j'ai pas d'études en tête sur le sujet, mais j'ai pas l'habitude de le prescrire. Euh,
les seules Moi, fois j'ai où ça me... toujours un peu peur parce que quand c'est des diarrhées, justement, en fait, que ça bloque tout, en fait. Bah, alors c'est sûr que c'est un antisécrétoire, donc Ouais, ouais, surtout sur un animal qui est pas, qu'on garde pas sous la vue, ouais. etc. Donc, c'est plutôt Voilà. non. Ok, Moi, j'en donne jamais. Enfin, j'en donne jamais. J'ai dû en donner une fois pour un animal qui était vraiment en super forme, mais juste vraiment sa diarrhée, c'était de l'eau et les propriétaires n'en pouvaient plus. J'aurais bien expliqué, bah écoutez, j'en donne une fois, voilà ce que ça peut avoir comme effet secondaire, etc. Mais d'accord, vraiment chez un animal en très bon état général, qui est vraiment en stade léger, quoi. d'accord. Merci. Avec plaisir. Et est-ce qu'on peut avoir accès au diapo? Bah, en fait, normalement, vous aurez le... Enfin, c'est pas normalement, c'est vous aurez le replay sur la plateforme Émergence à chaque fois, quelques jours plus tard. J'ai une petite question, Pauline. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit Isabelle par rapport à nos interventions, aussi bien à domicile qu'aux urgences. C'est vrai effectivement que moi j'ai tendance, par exemple, quand je suis en MUV, de prescrire des examens complémentaires déjà, parce que ça peut être malheureusement, comment dire, les gens peuvent ne pas être contents le lendemain si l'animal se dégrade, donc ils peuvent se retourner contre nous. Donc je t'avoue que je suis toujours un petit peu, je suis entièrement d'accord avec ta présentation, mais c'est plus, je dirais peut-être plus valable en clinique parce qu'on a le suivi, hein, on met un traitement symptomatique en place et puis on dit aux gens de revenir le lendemain si ça passe pas ou dans 48 heures si le traitement ne marche pas. Et c'est vrai qu'en MUV, je suis toujours un peu perdue. Est-ce que je prescris des antibiotiques? Est-ce que je fais des examens complémentaires ou pas? Et surtout quand il y a besoin de prescrire le métronidazole, là, c'est encore un peu plus compliqué parce que ça agresse beaucoup la flore. Donc, est-ce qu'on peut l'associer aux probiotiques ou pas? Voilà. Alors, Je m'arrête là. honnêtement, vraiment, ça passe énormément par l'éducation du propriétaire. Effectivement, peut-être que j'ai fait du DOM aussi, hein, donc peut-être que j'avais pas la même pratique, par exemple, chez un propriétaire qui n'a pas de vétérinaire traitant. Et là, effectivement, Oui. je suis d'accord avec vous que bon, j'ai dû laisser les antibiotiques aussi. En revanche, quelqu'un qui a un vétérinaire traitant, vraiment, je passerai du temps à lui expliquer. Mais en fait, bah, comme pour des cystites ou des choses comme ça, où dans un premier temps, je leur explique que bah, là, il n'y a pas l'air d'avoir besoin d'antibiotiques. Et j'ai l'impression que les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés. Il y en a qui me disent « Ah bah oui, si on peut s'en passer, c'est bien. » quoi. Donc vraiment, je passe du temps à leur expliquer. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin, mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y en aura pas besoin. Et que dans tous les cas, s'il y a la moindre dégradation, il faut qu'ils voient leur vétérinaire, que je leur aurai renvoyé le compte-rendu, blablabla. Et que peut-être le contexte aura changé demain. Mais je pense qu'il y a une discussion à avoir là-dessus et qu'en réalité, ils comprennent, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit pris en charge le mieux possible, quoi. D'accord. Okay. Et j'avais une autre question dans l'utilisation justement lors de giardiose de métronidazole. Ouais. Est-ce que tu as un protocole? Parce que c'est vrai que Bah alors pareil, il n'y a rien d'établi effectivement avec les probiotiques, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude aussi de systématiquement le coupler immédiatement dès la première prise avec ça. Et j'ai retrouvé, c'est le Fortiflora que je cherchais, les petits sachets noirs et violets là, de le coupler systématiquement. Et puis de faire alors quand j'étais généraliste, de le faire moi-même, mais sinon de prescrire un contrôle vraiment déjà à 3 jours après l'initiation du métronidazole et à la fin de la prise pour voir s'il y a besoin de traitement annexe, on va dire, pour stabiliser. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Alors moi, je l'associe plus avec le Flore Équilibre. Je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne connais pas. C'est un autre probiotique, mais qui a beaucoup de souches. En fait, tu as 3 souches dedans. Le Fortiflora, c'est vrai, pour les diarrhées, c'est excellent, mais ça n'ensemence pas en fait le microbiote. Donc, j'ai plus tendance à utiliser le Flore Équilibre. Ok. Non, mais typiquement, en préparant cette présentation, je me suis dit, là, la MUF de Toulouse, par exemple, on n'a aucun probiotique, prébiotique, symbiotique, peu importe. Et typiquement, je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir, que ce soit dans les trousses de DOM ou à la clinique, quoi. Surtout le Fortiflora, c'est des petits sachets, donc c'est Oui, assez c'est facilement laissable, ouais. Tout à fait.
Ok, et ben s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ici pour aujourd'hui. Et puis dans tous les cas, voilà, vous pourrez retrouver les diapos sur le replay qui sera mis par Calypso sur Émergence. Ouais, juste petite précision, c'est plus une question de semaine que de jour, les Oui. replays, d'accord? Mais ça y Vous sera un jour. n'attendez pas à ce que ce soit genre à la fin de la semaine. C'est plus une question de semaine, ok? Et Voilà. ben, merci tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne Bonne journée. journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.